Ah ben voilà, il y a des micros. De micro, tout le monde m'entend. Bonjour à toutes et à tous. Ce premier échange intitulé État d'urgence, état des lieux, était pour tenter de cerner ce qui s'était passé en Isère et dans la région Rhône-Alpes. Je représente très rapidement nos 4 invités. François Marchive, syndicaliste à Sud PTT, mais à qui j'ai demandé, puisque nous n'avons pas pu accueillir le syndicat CGT Isère, qui je crois en est un petit peu mécontent, donc à qui j'ai demandé de bien vouloir élargir son propos sur les différentes initiatives intersyndicales qui ont été menées dans l'Isère. Ensuite, Fawzi Sakref, qui vient de Lyon et qui représente un collectif qui a publié un appel très intéressant qui s'appelle « Jamais déchu ». Raymond Avrilier, qu'on ne présente pas à Grenoble, mais que je vais très rapidement présenter pour les gens qui nous regardent sur Internet, militant de toujours, l'homme qui a abondamment participé, voire organisé la chute d'Alain Carignon, et qui continue depuis, par ses différentes actions, à être très présent dans la ville. Et puis l'avocat Armand Samba-Sambeligue, qui anime un collectif d'avocats sur Grenoble et qui nous expliquera les différentes batailles juridiques menées en particulier devant les tribunaux administratifs. J'ai cherché ces derniers jours un bilan de l'état d'urgence et j'ai cherché longuement auprès de la préfecture de l'Isère et je n'ai rien trouvé. C'est déjà un signe, c'est que quand on demande au préfet qui se retrouve aujourd'hui avec des pouvoirs très importants, puisqu'il est lui le véritable metteur en œuvre de l'état d'urgence, eh ben, nous n'avons pas de bilan précis. Ces éléments de bilan, ils ont été donnés il y a environ 2 semaines, c'était le 21 janvier, par le député socialiste Jean-Jacques Urvoas, qui est aujourd'hui devenu ministre de la Justice. Donc je vous rappelle les 2 chiffres importants, 3200 perquisitions administratives, 350 assignations à résidence, tout ça sur ordre préfectoral. Vous avez certainement toutes et tous en tête les événements qui se sont produits en Isère, en particulier une dizaine de perquisitions à Échirolles, 3 ou 4 assignations à résidence, mais je n'ai pas le chiffre exact puisqu'il n'a pas été rendu public. Et puis un état d'urgence, et le préfet de l'Isère a été parfois critiqué par des associations, un état d'urgence qui a été très largement appliqué puisqu'on a assisté par exemple à des perquisitions administratives dans des familles de sans-papiers, je pense en particulier à une famille de Roms, que des manifestants ont été interpellés et enfin que des assignations à résidence ont donné lieu à des batailles juridiques. Je vais commencer par vous, François Marchive, si vous le voulez bien, pour décaler un peu le propos de la discussion, pour que vous nous disiez que l'état d'urgence a eu aussi un impact fort, justement, sur les manifestations et également dans les entreprises et aussi les services publics. Oui, en fait, on peut partir, c'est vrai, ce qui est intéressant de partir de cas concrets. Et nous, on en a un peu 2 à présenter et qui articulent bien les choses entre ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe aussi dans les entreprises. On a un premier cas donc, où le 15 décembre, il y a eu une manifestation unitaire où il y a eu plus de 200 personnes à l'appel d'une trentaine d'associations à Grenoble contre l'état d'urgence. Et là, il s'est trouvé qu'il y a eu 3 manifestants qui ont été interpellés, dont 2 manifestants de notre union syndicale. Et ils n'ont pas été interpellés pendant la manifestation. D'ailleurs, il n'y a eu aucun problème pendant la manifestation. C'est les brigades anticriminalité qui ont monté un vrai guet-apens et qui les ont bloqués 100 mètres ou 200 mètres plus loin. Alors déjà, brigade anticriminalité, hein, on s'habitue à tout et on s'habitue malheureusement à ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir pour les gens qui ne vont pas en manif, c'est que quand il y a des manifestations, qu'elles soient syndicales ou politiques, on se retrouve très, très, très souvent avec ces brigades anticriminalité qui sont vecteurs d'insécurité, je vais dire, dans les manifestations, parce que contrairement au CRS ou aux gardes mobiles, ils viennent à l'intérieur des manifestations choper des gens, et maintenant on est passé à un cran supérieur, ils ont chopé des gens à la sortie de la manifestation. 2 de ces manifestants interpellés ont fait 24 heures de garde à vue, et ils comparaîtront donc le 7 mars devant le tribunal. Alors pourquoi pour port d'armes en réunion, c'est vrai, c'est hyper grave, hein. Un avait un opinel et l'autre il avait un couteau suisse.
Et participation, bien sûr, à une manifestation illégale, puisque la manifestation, puisque c'était l'état d'urgence, n'était pas autorisée. Donc voilà, on a un cas vraiment qui illustre déjà le sentiment qu'essaie de distiller l'État d'insécurité dans le cadre de mobilisation. Et puis, je vais parler d'une entreprise que je connais bien, puisque c'est la mienne, c'est la Poste, où là, c'est un autre cas, mais j'essaierai de faire le lien entre les deux, où on a un facteur, donc je vais être très factuel au début, ça va peut-être vous faire drôle, et puis on va un peu expliquer. Un facteur sur le centre courrier de Moirans a été licencié. Pourquoi ? Donc 3 jours après les attentats, il y a une minute de silence qui est organisée sur le centre courrier de Moirans. Diversement suivi, parce que pas spécialement très bien organisé. Et donc, à la fin de quelques instants après cette minute de silence, alors je vais dire un truc qui peut écorcher les oreilles, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un facteur qui dit « Paris en t'encule ». Et donc, ça donne l'impression qu'on a un cas de terroriste avéré, ou en tout cas d'apologie du terrorisme. Le directeur d'établissement va porter plainte pour apologie terrorisme. Donc le facteur est mis à pied le lendemain, puisque c'est un dangereux terroriste, et il est aujourd'hui licencié. On a été bien sûr alerté par nos camarades sur ce centre, on a mené notre enquête pour justement faire sa défense. On s'est aperçu que le méchant terroriste en fait était un supporter de l'OM. Eh oui, et qu'ils avaient l'habitude de se chambrer entre supporters de l'OM et du PSG. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Notre collègue a été convoqué par la gendarmerie, quand même. Heureusement, visiblement, il y avait des gendarmes qui considéraient qu'ils avaient autre chose à faire que de chasser des supporters de l'OM. Donc, il s'est retrouvé, les gendarmes ont demandé que l'affaire soit classée sans suite. On a recueilli des témoignages. On a recueilli des témoignages qui prouvent bien que c'est une chambrade entre supporters et que ça n'a rien à voir avec les attentats. Et que croyez-vous qui s'est passé ? Je vous ai déjà raconté la fin, il a quand même été licencié. Alors on voit que la Poste est pas très à l'aise puisqu'elle a licencié pour injure. Voilà. Et donc on se retrouve avec 2 cas où finalement le fond c'est un peu la même chose. C'est instiller un climat de peur partout et à tous les endroits, parce qu'il se trouve que ce méchant terroriste, qui en fait n'est qu'un supporter de l'OM, avait déjà eu maille à partir avec la direction. Et il se trouve que ce méchant terroriste pouvait en être un, parce qu'il s'appelait pas, c'est clair, il s'appelait pas Jean-Pierre, il allait pas à la messe le dimanche, il allait plutôt à la mosquée le vendredi, et il s'appelle Ahmed. Et là, on voit de quelle manière est utilisé l'état d'urgence pour stigmatiser une population, ou utiliser la BAC tranquillement pour arrêter des manifestants. Et juste pour finir, c'est que derrière cet état d'urgence, on s'aperçoit qu'on est en train de rentrer tranquillement dans une sorte de société post-démocratique, où finalement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, aujourd'hui la contestation n'est plus légitime. Et cette contestation est d'autant moins légitime qu'il faut que finalement, en permanence, on se plie aux desiderata du patronat et du MEDEF. Voilà. Alors, on reviendra sur des initiatives syndicales qui ont été prises. Armand Samba-Samblig, vous êtes avocat et avec quelques collègues, je pense en particulier à Nawal Ghasmi, vous avez fait casser devant le tribunal administratif des perquisitions administratives. Ça a été assez rare en France, il y en a eu peu de cassés, et là il y en a eu 3 coup sur coup, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce cas de figure? Donc je vous rappelle, perquisition administrative ordonnée sur simple ordre du préfet, jour et nuit, quand auparavant les perquisitions étaient évidemment sur ordre délivré, sur ordre judiciaire. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Alors, peut-être une précision. Il n'y a pas eu de décision qui a été prise par le tribunal administratif, puisque les nullités qui ont été prononcées par le tribunal correctionnel. Et comme vous le savez, les juridictions répressives, notamment en matière pénale, sont tout à fait compétentes pour interpréter les actes administratifs. Et donc c'est le cas, puisque... Alors, pour ces remontées d'informations, j'aimerais préciser que ce sont des confrères qui étaient dans le cadre de permanence qu'ils assuraient quotidiennement auprès du tribunal, et donc ils se sont retrouvés, puisque nous arrivons en fin de chaîne, nous les avocats, nous voyons souvent les personnes soit quand elles sont en garde à vue, ou lorsqu'elles font l'objet de procédures, et c'était le cas, une procédure de comparution immédiate.
Ces procédures de comparution immédiate intervenaient après que le préfet de l'Isère ait pris à l'encontre de différentes personnes ce qu'on appelle des ordres de perquisition administrative. Ordres de perquisition administrative qui sont dérogatoires, puisque communément, pour pouvoir faire une perquisition, il faudrait que soit on soit dans le cadre d'une procédure de flagrance, soit qu'on soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, tout ça sous l'autorité du procureur de la République, ou soit qu'on soit dans le cadre d'une commission rogatoire et que ce soit un juge d'instruction qui ait donné mandat aux policiers, effectivement, pour opérer ces perquisitions. Là, le fait que nous soyons dans le cadre de l'état d'urgence, on a un glissement des pouvoirs qui sont en général les pouvoirs du juge, ou en tout cas de l'autorité judiciaire, vers l'autorité administrative. Et donc, dans ce cadre-là, le préfet de l'Isère a pris plusieurs ordres de perquisition à l'encontre d'individus dont on disait qu'il était susceptible, ou en tout cas qu'il existait des raisons de penser qu'ils étaient concernés par une activité à caractère terroriste. Ce qu'ont fait nos confrères, c'est qu'ils ont fait tout simplement leur travail en essayant d'analyser ces ordres de perquisition administrative qui sont des actes administratifs unilatéraux. Et en regardant ces actes, l'état d'urgence peut être un état dérogatoire, mais ce n'est pas un état de non-droit, sinon on n'aurait pas eu des nullités. Et donc, en analysant ces actes, ils se sont rendus compte de quoi ? Que ces actes avaient manqué tout simplement de motivation, au sens où certains actes ne comportaient même pas la mention réelle du domicile à perquisitionner. Ou de l'identité. Ou de l'identité aussi, j'allais en venir. Parfois l'identité, pas l'adresse exacte, et parfois remis à une personne non concernée. Et donc, ils sont arrivés avec ces actes de perquisition au domicile de ces personnes. Et globalement, pour Grenoble, on se retrouvait même avec des barres d'immeubles qui étaient visées, sans précision du lieu exact où on devait opérer ces perquisitions-là. Alors, j'allais dire, si je me permettais un peu une petite réflexion, c'est qu'on passe avec cet état d'urgence d'une présomption d'innocence, qui est prévue par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, à une présomption de culpabilité. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement chez les individus où on considère qu'ils sont tout à fait coupables, on prend ces ordres de perquisition, et puis le parquet ensuite poursuit. Premier élément ayant participé à cette nullité d'abord, c'est que le texte de l'article 55, et notamment son article 11, il prévoit bien que dans ce cadre-là, l'autorité judiciaire doit être immédiatement informée. Cela n'a pas été le cas. Donc ça veut dire que le procureur de la République n'était pas informé au départ lorsque les perquisitions administratives ont été faites. Alors s'il n'y a pas d'autorisation préalable, il y a une information sans délai, c'est ce que dit le texte. Et là, il n'y avait pas d'autorisation sans délai. Donc la légalité même de cette intervention posait problème. Deuxièmement, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, on a des actes qui doivent être motivés. Et là, on n'avait pas de motivation sur ces actes administratifs. Et ces personnes avaient été, j'allais dire, poursuivies, notamment pour des faits qui étaient des éléments incidents à la procédure, parce qu'on n'a pas trouvé de terroristes. Je me permettrai juste de rappeler ce que tout le monde sait déjà, et qui se retrouve sur, j'allais dire, le site de la commission parlementaire. Les 3 petits chiffres que vous connaissez tous, c'est-à-dire que on est en état d'urgence pour nous protéger et notamment pour lutter contre éventuellement des faits terroristes. 3320 perquisitions, à peu près 400 interpellations. Et combien de mises en examen pour des faits terroristes ? 2 à ma connaissance. 4 aujourd'hui. Alors donc 4 aujourd'hui. Donc 4 à ma connaissance, il y en avait 2. D'informations judiciaires. Alors il me semblait qu'il y avait un seul mise en examen et 3 informations judiciaires, peut-être si je ne me trompe 4, pas. Ouais. Voilà, donc exactement. Alors en ce qui concerne Grenoble, pour être tout à fait, nous avons eu une remontée. Alors moi je suis avec des confrères au sein d'un institut qui s'appelle l'Institut des droits de l'homme de Grenoble, et nos confrères ont accepté de nous faire des remontées d'informations sur ce qui s'était passé. Sur à peu près 7 personnes, 4 nullités ont été prononcées par le tribunal correctionnel de Grenoble pour défaut de motivation. Et donc, défaut des motivations de l'acte du préfet, donc illégalité totale sur cet acte-là. Et puis 3 ont donné lieu à des condamnations, mais pour des faits qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, pour des procédures incidentes, parce qu'on avait trouvé chez des personnes soit des armes ou soit d'autres éléments d'information. Voilà, brièvement résumé, si je pouvais rappeler un peu. Fawzi Sakrev, vous venez de Lyon. Et vous êtes tout un collectif à vous être déplacé. Et vous avez publié il y a quelques semaines un appel jamais déchu, vraiment centré sur ce qui est aujourd'hui l'article 2 du projet de loi de révision constitutionnelle, qui est cette question de l'extension
de la déchéance de nationalité à des Français condamnés pour faits de terrorisme. Est-ce que vous avez un vieux passé militant? Pourquoi avoir centré votre appel exclusivement sur cette disposition? Déjà, bonsoir à tous. Alors nous sommes des Français dits binationaux, donc directement concernés par cette déchéance de nationalité. Et donc nous avons été heurtés, choqués par cette nouvelle disposition, du moins ce projet. Et c'est ce qui a motivé que l'on se mobilise. On estime que ces dispositions vont attaquent nos droits fondamentaux et notre dignité en France. Donc voilà, nous avons décidé de nous mobiliser au sein d'un collectif intitulé Jamais déchu, ce qui donne notre, qui indique un petit peu notre détermination dans cette affaire. Et ça s'est fait en relation avec d'autres associations, vous avez eu des retours de gens dans des quartiers qui vous ont alerté là-dessus. Votre appel, quel écho a-t-il eu? Alors, en fait, ce collectif, d'abord, il faut préciser qu'il s'agit d'un collectif ouvert uniquement aux personnes physiques. Il y a énormément de binationaux, mais pas que. Donc, ça reste ouvert à toutes les bonnes volontés. Il est composé de beaucoup d'anciens militants qui ont estimé qu'on était dans une situation suffisamment grave pour se remobiliser à nouveau dans le cadre de cette nouvelle lutte. Il y a aussi d'autres initiatives qui sont prises ici ou là, à Lyon notamment. Il y avait une manifestation encore hier. Et voilà, donc on estime que dans les semaines et les jours qui viennent, d'autres initiatives auront lieu. Il faut dire aussi que le texte a pas mal bougé. Voilà, donc la mobilisation démarre. D'accord. Raymond Avrillier, on échangeait rapidement avant cette réunion et vous me disiez finalement, qui est un des enjeux de cette réunion, bien sûr, la difficulté de passer le stade de la sidération et la difficulté de reconstruire du collectif des démarches communes, des démarches solidaires, face d'abord en mémoire aux victimes et à tous leurs proches, et face à une tentative d'atomisation de la société aujourd'hui. Est-ce que vous voulez préciser ce point? Oui, nous avons une responsabilité particulière à Grenoble, et Edoui Plenel l'a rappelé, mais avant, il convient de rappeler d'où vient cette situation actuelle, bien postérieure à 2010 et au discours fâcheux, ségrégatif de Grenoble d'un ancien président de la République. Il convient de rappeler d'où vient notre situation de sidération actuelle. Edoui Plenel l'a rappelé, mais ce sont quand même 130 personnes qui ont été tuées, 352 blessés, dont une cinquantaine sont encore hospitalisés, donc des milliers de familles qui sont touchées personnellement. Et chacun se retrouve avec moi-je, mais où est le nous autour de ces personnes, victimes d'un assassinat de masse prémédité par des commanditaires et 9 hommes armés. Et parmi ces victimes, il y a des victimes de toutes origines, ce 13 novembre, de toutes conditions sociales. Donc, l'atteinte, après l'atteinte aux journalistes, aux personnes parce que juives, aux policiers parce que agents de sécurité, les 7 et 8 janvier 2015, ces actions, c'est une terreur faite pour nous diviser. Et donc se repose la question de nous.
et pas simplement de moi-je, des actions pour atteindre à notre République près de la place de la République à Paris, République, chose publique, chose commune, bien commun. Edoui Plenel l'a rappelé, nous avons une situation particulière à Grenoble, berceau de la Révolution, avec une fontaine, statue des trois ordres, pas loin d'ici, qui, à l'étonnement de ceux qui la regardent, comporte 4 faces. Liberté, égalité, fraternité, justice. Et aujourd'hui, la situation d'interrogation dans laquelle nous sommes, après ces événements que nous avons vécus personnellement, pour certains, familles de victimes, dramatiquement, durablement, c'est une situation dans laquelle certains veulent mettre de côté la justice, qui est un de nos biens communs, qui est encore normalement le nous qui fait société. Et donc, cette situation intervient en outre au moment où, ce jour même, en ce moment même, la ville d'Alep est bombardée avec des centaines de milliers de femmes, d'enfants, d'hommes assassinés, eux aussi, et qui vont devenir, pour certains qui en sortiront vivants, réfugiés, en asile, en errance dans le monde. Alors, ce qui a été attaqué, ce ne sont pas simplement des personnes, mais c'est ce qui fait lien, ce qui fait société, ce qui fait nous. Et la situation actuelle, des décisions que le gouvernement cherche à prendre, vise encore à renforcer cette division, cette exclusion, cette atomisation. Alors, à Grenoble, comme nous sommes en montagne, nous avons l'habitude de poser, de construire ensemble des cairns, des petits tas de cailloux dans lesquels, pour savoir d'où on vient, où on en est et où on va, chacun, sur le passage, pose un caillou. Et donc, la question qu'il me semble important que nous nous posions, au-delà de tous les mouvements qui s'occupent aujourd'hui des personnes exilés, réfugiés, des enfants pour leur éducation, au-delà de tous ces mouvements qui agissent, qui accueillent, qui hébergent, qui accompagnent, qui enseignent, la question, c'est de savoir comment nos instances de représentation vont agir pour faire en sorte que les questions prioritaires de compréhension et d'action, et non pas simplement d'incantation, soient posées collectivement, démocratiquement, dans une république. Merci. Fawzi Sakref, Raymond Avrillier parlait de petits cailloux posés sur le cairn. Votre appel est un de ces petits cailloux. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives dans la région lyonnaise? Est-ce qu'il y a d'autres types de mobilisation? Est-ce que vous avez des retours? Oui, il y a deux. Alors, avant ça, je voulais revenir sur un point. C'est qu'effectivement, concernant l'état d'urgence, nous sommes concernés comme tout Français. En ce qui concerne la déchéance de nationalité, on a une prime supplémentaire. Et donc, 30 ans après la grève de la faim, il y a parmi nous un des anciens marcheurs. Vous parlez de la marche de 83, la marche pour l'égalité. Exactement. En 86, je crois, nous luttions aussi contre les lois Pasqua, avec le slogan « J'y suis, j'y reste ». Visiblement, on ne va pas rester trop longtemps. Voilà, donc après toutes ces luttes, nous voilà à nouveau ici pour lutter contre cette déchéance. Oui, parce qu'à l'époque, si je me souviens bien, votre mouvement s'appelait les Jeunes Arabes de Lyon et banlieue. C'est ça. Enfin, c'était un des collectifs nombreux qui avait co-organisé cette marche. C'est ça. Donc c'était une des associations qui est née après la marche,
et qui avait évidemment parmi ses membres des gens qui avaient participé à cette marche. Et puis ensuite, c'est Loi Pasqua, avec ce slogan « J'y suis, j'y reste », et des comités « J'y suis, j'y reste » qui se sont créés dans toute la France. Donc on pensait on pensait avoir progressé, et nous voilà maintenant face à une nouvelle régression, une déchéance. Alors, ce qui est important, c'est que nous le vivons mal, évidemment, parce que nous allons être un petit peu les agents contaminants, des gens qui vont contaminer le reste de la société par filiation, par mariage, et apporter comme dot ou comme le risque d'être déchu et de briser des familles ou des couples. Voilà une des raisons qui motive aussi notre intervention aujourd'hui dans le cadre de ce collectif. D'accord. François Marchive, qu'est-ce que peuvent faire les syndicats dans une période comme celle-ci? Comment créer du commun, justement, dans des entreprises? Vous qui travaillez à la Poste, qui est un grand service public, et où, justement, le public passe son temps à être là, à circuler, et comment faire? Je pense que dans ce cadre-là, le mouvement syndical, c'est une pièce maîtresse, parce que on s'aperçoit bien dans la période que droits syndicaux et droits démocratiques sont intimement liés, et qu'on ne peut pas se contenter de lutter contre l'injustice à l'extérieur de l'entreprise et ne rien faire à l'intérieur. À l'heure actuelle, tout est fait pour justement atomiser les gens dans le cadre de l'entreprise, casser les groupes, les collectifs. Et le mouvement syndical, et je dirais, on va dire le mouvement syndical lutte de classe, dans lequel je mets bien sûr les SUD, mais aussi la CGT et la FSU, parce qu'à l'heure actuelle, on avance depuis un certain temps tous ensemble sur ces questions-là, et une pierre angulaire, et une pierre qui empêche justement de rentrer dans des spirales agressives. Mais c'est très très dur, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens pourchassés à l'extérieur, mais des gens pourchassés à l'extérieur. Et je rappellerai le cas des 8 camarades de la CGT de Goudière, qui sont aussi, si la peine a été aussi lourde, c'est aussi quelque chose qui regarde, qui a un rapport avec la période. Et puis, au niveau du mouvement syndical, on a essayé d'apporter des réponses. Et là, il y a eu plusieurs réponses. C'est-à-dire qu'on est à la Grenoble à la 4 ou 5e manifestation, dont la dernière où il y avait plus de 1500 personnes, à l'appel de multiples associations. Et à l'initiative de la CGT, il y a eu 6 heures dans lesquelles, bien sûr, on s'est complètement inscrit. Il y a eu 6 heures pour la paix et la liberté à Échirolles. Le week-end dernier. Le week-end dernier, exactement, où on a pu discuter, dialoguer entre diverses structures. Et on était très contents parce que ça préfigurait la manif du lendemain où il y a eu plus de 1500 personnes. Il y avait 800 personnes et on a discuté pendant de plusieurs heures autour justement de qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle pour lutter contre cet état d'urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle pour faire que la réponse au terrorisme ne soit pas un état d'exception, mais ce soit plus de démocratie. Mais je le rappelle, plus de démocratie, c'est valable à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur, c'est-à-dire dans la société. L'un ne va pas sans l'autre. Armand Samba-Samblig, vous avez parlé de cet institut organisé au sein du barreau, collectif d'avocats, donc institut de défense des droits. Quel type d'intervention vous menez? Alors, merci. L'Institut des droits de l'homme est une association qui a été créée en 2010 au niveau du barreau de Grenoble. Et c'est un collectif effectivement d'avocats qui intervient dans différents domaines, qu'il s'agisse du domaine pénal, du droit des étrangers. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer un peu une grande militante de notre institut, Joël Vernet, qui est pas très loin. Et nous allons avoir justement mardi une conférence à la Maison des avocats sur l'état d'urgence, une nécessité. On va pouvoir débattre effectivement avec nos confrères et toutes les personnes, tout public qui s'intéresse à la question de savoir, notamment, puisque le débat aussi va avoir lieu ici, sur la prolongation de l'état d'urgence. Alors, je dirais 2 choses. Nous sommes posé une question à partir d'un certain mouvement, j'allais dire, législatif qui s'est fait ces derniers temps. Mouvement législatif qui a commencé pour nous, mais qui a commencé depuis bien longtemps, mais récemment, on a vu la loi de programmation militaire, avec notamment la possibilité de blocage de sites internet, etc. Ensuite, nous avons eu la loi antiterroriste, qui est la loi, effectivement, de 13 novembre 2014, et qui prenait des dispositions, notamment les assignations à résidence.
Enfin, nous avons eu la loi qui, je pense, qui a fait débat toute l'année 2015, qui était la loi renseignement, avec une surveillance pour nous de masse, qui pose comme un problème, notamment au niveau de la vie privée. Et après ces 3 lois, nous avons eu la loi du 20 novembre 2015 sur l'état d'urgence. Alors, au moment où se pose la question de la prolongation de l'état d'urgence, pour nous, c'est quels sont les outils qui manquent au gouvernement à tel point qu'il veut prolonger l'état d'urgence? Quels sont les outils législatifs? Est-ce qu'on va continuer à faire un empilement législatif en restreignant de plus en plus les libertés, en nous expliquant que c'est pour nous protéger? Nous, à l'Institut, nous pensons que la liberté, c'est un plébiscite de tous les jours. Je serais un peu tenté de paraphraser Renan. C'est un plébiscite. La liberté, elle est chérie justement parce que ceux qui commettent ces actes en veulent à notre liberté, comme il a été indiqué tout à l'heure. Et si pour nous protéger, on nous dit, mais finalement, on fait une politique sécuritaire pour que vous soyez protégés. Mais la liberté, c'est aussi un risque. Et ceux qui sortent, ceux qui continuent à sortir, c'est parce qu'ils veulent, ils chérissent cette liberté-là. Alors, nous expliquer qu'on va nous restreindre nos libertés, c'est pas ce qu'on attend du gouvernement. Ce qu'on attend du gouvernement et de ceux qui nous parlent de ces textes-là. Parce que la seconde réflexion, c'est de dire, et on se la pose, nous, à l'Institut des droits de l'homme, est-ce qu'on peut nous garantir aujourd'hui qu'il n'y aura plus d'attentats parce qu'il y aura une prolongation de l'état d'urgence? Donc il faut une pédagogie, parce qu'il faut expliquer à l'ensemble de la population qu'il existe des moyens légaux hors état d'urgence pour pouvoir faire respecter les libertés. Et que donc, il ne faut pas qu'on passe de la nécessité à l'opportunité et que l'opportunité devienne opportunisme. C'est pas comme ça qu'on défend les libertés. Raymond Avrier, on va terminer ce premier échange avec vous. Et je ne veux pas du tout vous engager, vous emporter dans une polémique inutile, mais comme vous êtes un acteur expérimenté de la vie politique à Grenoble, comment vous expliquez cette attitude de la préfecture qui, finalement, ne rend pas compte et s'abrite derrière un état d'urgence pour maintenir une telle opacité sur ces actes et sur la politique engagée? Je n'ai pas de compétences particulières, sinon celle d'être un citoyen actif et d'être confronté directement et indirectement par les personnes qui sont mises en cause à cette situation de désagrégation, d'isolement. Il y a de nombreuses personnes réfugiées, mal logées, hébergées, à Grenoble. L'absence d'intervention des autorités publiques, du représentant de l'État dans le département, pour refaire une politique sociale, reconstruire ce qui fait le nous, quelles que soient nos conditions, alors qu'il y a plein d'associations, Réseau Éducation Sans Frontières, tout un tas de mouvements nombreux à Grenoble comme ailleurs, qui essaye de remettre des droits, fait que le représentant de l'État en Isère, ce n'est pas la personne du préfet, devient un représentant de la police, pas un représentant de la République, c'est-à-dire de la chose publique dans l'ensemble de ses politiques. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'il faut penser nous, je dirais sans aucune compétence, mais comme un contributeur, acteur de la vie publique, ayant engagé des actions dès les années 70 pour le droit des personnes étrangères à Grenoble, constituer les comités antiracistes, un des constituants des comités antiracistes. Je dirais qu'il faut, pour marcher, il faut savoir d'où on vient, où on en est, et articuler les « je », « nous ». Je, parce que notre sincérité est importante. Nous, parce que nos mouvements, tous ces mouvements qui passent de l'incantation à l'action, à Grenoble comme ailleurs, sont importants. Mais dans cette situation d'isolement, il y a aussi le nous de la collectivité publique, dont le représentant de l'État, le préfet, devrait être le porteur. Et alors que les plus hautes instances judiciaires, Mediapart l'a rappelé sur son site, sont intervenus
pour dire attention, on est en train d'atteindre à des fondamentaux, à des droits fondamentaux. Le représentant de l'État, préfet comme procureur, devrait être un acteur de la reconstitution du nous au niveau des institutions, comme certaines collectivités territoriales l'ont été en prenant des motions. Et devait représenter le dernier nous, qui est notre intérêt général, la République, la démocratie, comme c'est marqué sur la statue Fontaine des Trois Ordres, liberté, égalité, fraternité, justice au moment où on essaye de mettre la justice de côté. Merci, c'est la fin de ce premier échange. Juste un mot d'information pour remercier les gens qui assistent à cette émission dans le hall ouest. Nous sommes plus de 1200, 1300. Les 2 salles sont pleines. Je pense que le public va un petit peu circuler d'une salle à l'autre. Et ça serait bien que ces débats puissent se poursuivre. Les intervenants allant dans le hall ouest, dans le hall ouest, j'arrive à le dire. Et comme ça, la discussion peut se poursuivre là-bas. Nous allons maintenant écouter 2 des 6 députés qui ont voté contre la prolongation de l'état d'urgence. Comme vient de le dire François Bonnet, c'est un succès.